Le riche arôme de la dinde rôtie emplit la cuisine. Un grand plateau d'amuse-gueule, des nappes parfaitement repassées et des cartons de table portant le nom de chaque invité étaient disposés. Tout cela avait été préparé par moi, Alison. Enceinte de 9 mois, j'avais planifié et exécuté toute cette fête de Noël seule. Et ma mère, Barbara, et ma jeune sœur, Lorraine, se prélassaient dans le salon, bavardant avec leur téléphone à la main. Pas une seule fois elles n'ont proposé leur aide, pas même un mot de remerciement. Attends, c'est Alison qui a fait tout ça? Bon sang, tu en fais beaucoup trop, dit Lorraine en riant, mais son ton n'avait rien de respectueux ni d'inquiétant. Alison a toujours été la plus attentionnée, n'est-ce pas? Ma mère, Barbara, est intervenue de façon amusante. Elle a toujours été comme ça, elle essaie de tout faire elle-même, puis elle s'épuise et rejette la faute sur le monde. Je me suis détournée, faisant semblant de sourire. Alors que quelque chose de lourd se pressait au fond de ma poitrine. C'était moi qui subvenais aux besoins de ce foyer à présent. Mon père avait l'habitude de subvenir aux besoins de ma mère et de ma sœur, mais après sa mort, il y a plusieurs années, c'est mon revenu stable de comptable qui a permis de maintenir les choses à flot. Chaque fois, Barbara m'appelait en pleurant. Je ne me sens pas bien, je n'ai pas les moyens de payer un médecin. Bien sûr, je savais qu'il existait des programmes d'héritage et probablement de soutien, mais je la plaignais toujours d'avoir perdu son père. Une fois que j'ai commencé à aider ma mère, Lorraine a naturellement commencé à compter sur moi. Elle a abandonné l'université et a décidé de devenir une influenceuse, mais n'a pas fait grand-chose d'autre que de faire défiler les médias sociaux. Malgré tout, chaque fois qu'elle me faisait culpabiliser avec des yeux pleins de larmes, je ne pouvais pas me résoudre à la repousser. Même maintenant, rien n'avait changé. Alors que je posais les fourchettes sur la table, une soudaine vague de faiblesse me fit presque fléchir les genoux. Je m'installai prudemment sur une chaise, en essayant de ne pas attirer l'attention. Je ne me sentais pas bien, mais si je disais quoi que ce soit, il rirait et me traiterait de dramatique. C'est alors que je l'ai entendu. Qu'est-ce que tu crois faire? C'est le siège de Lorraine, n'est-ce pas? La voix tranchante de Barbara retentit dans le salon. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu dois être paresseuse. Lève-toi, Alison. Tous les regards se sont tournés vers moi. Une femme enceinte de 28 ans se faisait gronder par sa mère devant des parents et des amis de la famille. L'air est devenu froid. Maman, je faisais juste une petite pause. Pas d'excuses. Barbara s'est approchée en trombe et m'a attrapé le bras, essayant de me tirer vers le haut. Une douleur aiguë m'a traversée et j'ai halté involontairement. C'est alors qu'une voix calme s'est élevée de la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu crois faire? Tout le monde s'est retourné. Dorothy se tenait là, à la tête de ma grand-mère, qui était censée être trop souffrante pour venir. Une canne à la main, elle s'avança lentement à l'intérieur. La salle entière s'est figée dans un silence stupéfait. Sa présence a complètement changé l'atmosphère, criant à une femme enceinte à quel point elle était honteuse. Avez-vous déjà pensé à tout ce que votre fille sacrifie pour subvenir aux besoins de cette famille? Alison, tu n'es pas une simple servante dans cette maison. Barbara a tressailli un instant, mais a rapidement détourné le regard, essayant d'en rire. Oh, je vous en prie, je ne fais que la discipliner. Je ne fais que la discipliner. Si tu la gâtes, elle nous marchera dessus. Non, celle qui marche sur les pieds de quelqu'un. C'est toi. La voix de Dorothy était calme, mais elle était tranchante et ne laissait aucune place à la pitié. La famille, c'est montrer de la gratitude à ceux qui vous soutiennent. Ne pas utiliser votre fille pour des raisons de commodité et la mépriser ensuite. Ce n'est pas ça la famille. Les regards des invités ont commencé à changer. Là où j'avais senti les regards froids du type « c'est l'aîné, c'est normal », ces regards se tournaient maintenant vers Barbara. Maintenant, ces regards se tournaient vers Barbara et Lorraine. Lorraine ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien. Elle se mordit la lèvre et baissa les yeux. Dorothy s'est approchée de moi et a doucement tiré la chaise à côté de la mienne. Elle s'est penchée et a chuchoté « Tu as assez donné. Maintenant, il est temps de vivre pour vous et votre enfant. » Les larmes me montèrent aux yeux. Je n'avais jamais demandé d'aide, pas une seule fois. Je croyais que si je portais le fardeau en silence, les choses s'arrangeraient. Mais aujourd'hui, en quelques mots, ma grand-mère avait commencé à faire fondre la glace au plus profond de moi. Je ne savais pas ce qu'elle savait de la situation financière.
Mais elle avait dû en voir assez pour savoir que j'avais besoin de faire des économies. Merci, grand-mère. Ma voix tremblait quand je l'ai dit. Mais je ne me suis pas rassise tout de suite. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert une application en silence. C'était là, un historique détaillé d'années de soutien financier, de frais de subsistance pour ma mère, de factures médicales, tout cela. J'ai murmuré, c'est fini, et j'ai commencé à annuler les virements programmés un par un. À chaque message de fin de transaction qui s'affichait à l'écran, je sentais quelque chose se détendre dans ma poitrine. Une fois que j'ai eu terminé, je me suis finalement assise sur une chaise dans ma propre chambre. C'est fini. Les mots ne sont pas sortis. Mais je les ai sentis trembler dans ma gorge. La banque m'a envoyé un courriel de confirmation. Le flux d'argent était complètement interrompu. Il ne siphonnerait plus jamais mon portefeuille. Le silence régnait. Le bruit de la maison, le bruit du passé, tout cela s'est estompé. Ce n'était pas une vengeance, je le sentais. C'était plus proche d'une prière enfin exaucée. Plus personne ne me demandera mon approbation ou mon sacrifice. À partir de ce moment, je n'étais plus la fille, la sœur ou le guichet automatique personnel de qui que ce soit. J'étais une femme qui se réappropriait sa vie. Il y a quelques années, les choses étaient complètement différentes. Je travaillais pour un grand cabinet d'audit et j'adorais mon travail. Mon petit ami, Paul, et moi parlions souvent de l'avenir. Le week-end. Nous visitions ensemble de petits appartements en nous disant que c'était peut-être là que nous allions commencer notre vie. Paul Hansen, j'avais alors 24 ans et je rêvais encore d'une carrière et d'une famille. Paul était tout le contraire de moi, extraverti, sociable, plein de charme. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Je me souviens que lors de notre premier rendez-vous, il m'a dit « J'adore la façon dont tu t'occupes toujours de tout toi-même ». J'ai rougi, ne sachant que répondre, mais j'étais un peu heureuse de l'entendre. À l'époque, je payais encore la plupart des factures de ma famille, trop effrayée pour demander de l'aide à qui que ce soit. La présence discrète de Paul, sa chaleur, m'ont donc semblé salvatrice. Un an plus tard, Paul m'a demandé en mariage. Dans un petit restaurant, il m'a tendu une bague modeste et m'a dit « Veux-tu construire ta vie avec moi ?» À ce moment-là, il n'y a eu aucune hésitation dans mon cœur. J'ai dit oh oui. Tandis qu'il me tirait dans ses bras, je voyais clairement se dessiner les contours d'un avenir heureux. Mais ma famille ne l'a pas permis. Dès le début, ma mère, Barbara, s'y est opposée. Est-ce que ce type a la moindre chance d'avoir une carrière décente ? Leur ingérence était épuisante, mais le vrai problème n'était pas ma famille. J'avais mon propre rêve, un rêve que je n'étais pas prêt à abandonner. Paul me répétait sans cesse, je me fiche de ce que pense ta famille et de ton emploi du temps. Je suis de ton côté. Nous pouvons tout construire à partir de zéro. Mais même sa gentillesse commençait à être ressentie comme un fardeau. Un jour, je lui ai dit calmement, je suis désolée. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que je dois me concentrer sur ma carrière pour l'instant. Paul est resté silencieux un moment, puis a simplement répondu, d'accord. Pas de colère, pas de tristesse. Juste un doux sourire. Même sa gentillesse n'a pas réussi à ébranler la détermination que j'avais acquise. Je n'ai jamais cessé d'aimer Paul. En fait, une partie de moi continuait à lui souhaiter du bonheur. Mais à l'époque, je voulais choisir une vie que je construirais moi-même, pas une vie où quelqu'un d'autre me protégerait. 3 mois après la demande en mariage, nous nous sommes progressivement éloignés l'un de l'autre et nous avons fini par mettre un terme à notre relation. Paul n'aurait jamais été heureux avec quelqu'un comme moi, qui ne voulait que se concentrer sur son travail. Après la rupture, je me suis enfouie dans ma carrière comme si j'enfermais mes émotions. J'étais au bureau dès 7 heures du matin, je travaillais tard dans la nuit, je me noyais dans les feuilles de calcul et les délais. J'ai été promu. J'ai pris la tête de l'équipe de gestion des clients plus rapidement que n'importe lequel de mes pairs. Et mes performances étaient excellentes. Mais une fois rentrée à la maison, la réalité m'attendait. La facture d'hôpital de ma mère a encore augmenté. C'est toi qui gagnes le plus d'argent, Allison. Ce n'est que justice, non? Au début, j'ai pensé que c'était une aide temporaire. Mais peu à peu, toute la maisonnée est devenue dépendante de moi. Lorraine, qui avait abandonné l'université, gagnait un peu d'argent en postant des vidéos, mais elle ne contribuait jamais à la vie du foyer. C'est alors qu'est arrivé le point de rupture.
Nous envisageons d'emménager avec vous. Barbara m'a annoncé cela le lendemain du jour où j'ai signé le bail de mon nouvel appartement tant attendu. Attendez, quoi? Vous voulez dire, vous tous? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Barbara a répondu comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Vous déménagez dans un endroit plus grand, n'est-ce pas? Si vous pouvez payer le loyer? Notre présence ne devrait pas poser de problème. Nous sommes de la famille, après tout. D'ailleurs, tu ne pourras pas élever ce bébé toute seule, n'est-ce pas? Quelque chose en moi s'est fissuré en entendant ces mots. Avant que je puisse répondre, Lorraine est intervenue. Yeah. J'ai dit promesse pour la chambre du loft. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, le rêve pour lequel je m'étais embattue était en train d'être réécrit pour devenir leur nouvelle base d'opération. À partir de ce moment-là, ma vie n'a été qu'une série de compromis. Faire le ménage après le dîner, gérer les finances. Tout m'a été imposé avec une seule phrase, tu es l'aîné, n'est-ce pas? Il disait, nous sommes reconnaissants, mais la gratitude était superficielle. L'exploitation, elle, était constante. Je couvrais les factures médicales et les frais de subsistance de ma mère. Sur le papier, elle était considérée comme une personne âgée vivant seule. En réalité, je vivais avec elle. Je la soutenais. Et la raison pour laquelle nous avons maintenu la séparation était que Barbara savait qu'elle obtiendrait plus d'aide de cette façon. Chaque document était soigneusement classé pour maintenir cette illusion. Et si je parlais, je risquais d'être accusée de contraindre ma propre famille à la dépendance. J'étais pleinement consciente de ces contradictions. Et j'ai commencé à planifier discrètement mon évasion. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Aujourd'hui, je suis enceinte de 9 mois. Après l'échec du projet de mariage avec Paul, j'ai appris que j'attendais un enfant. J'ai cédé à la voix de Barbara qui me disait, tu ne peux pas élever un bébé toute seule, et je me suis laissée lier à cette maison une fois de plus. Ce jour-là également, j'ai regardé mon ventre gonflé dans le miroir et j'ai essayé silencieusement de me pousser en avant. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce la vie que je veux? Personne ne pouvait répondre à cette question à ma place. La seule qui pouvait le faire, c'était moi. Cette nuit-là, même après être retournée dans ma chambre, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assise devant le meuble lavabo, le regard perdu dans le miroir sombre. Mon corps me faisait mal, mon ventre était tendu, mes pieds étaient enflés, mon dos était douloureux. Mais la pire douleur était dans mon cœur. Le rire insouciant de Lorraine. L'expression froide de Barbara. À ce moment-là, j'ai réalisé clairement et douloureusement qu'on n'avait pas vraiment besoin de moi en tant que famille. Mes yeux me brûlaient, mais je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas verser une autre larme pour eux. Quelques messages non lus de Wendy ont éclairé mon téléphone sur la table de nuit. Comment tu tiens le coup? Ne te pousse pas trop. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? La tension dans mes épaules s'est relâchée pour la première fois depuis des semaines. Puis un petit mouvement s'est produit dans mon ventre. J'ai eu un léger sursaut et j'ai posé doucement une main sur mon ventre. Pour cet enfant, je dois me lever. Je dois aller quelque part où personne ne me regarde de haut. Là où je ne suis pas gouvernée par la peur ou le contrôle. Et la résolution s'est installée tranquillement, mais fermement. Le lendemain de la fête, un étrange silence régnait dans la maison Reynolds. Barbara avait posté une vidéo de la nuit dernière sur TikTok. Le titre disait « La complainte d'une mère abandonnée par sa fille à Noël ». La vidéo montrait ma mère assise seule dans un coin de la pièce. Façonnée comme une héroïne tragique dans un drame scénarisé. Je me suis demandé ce que les gens penseraient en voyant cela. Quiconque regarderait cette vidéo unilatérale blâmerait sans aucun doute la fille. C'est le genre de spectacle qu'il s'agissait de donner. Et c'est exactement ce que Barbara voulait. Mais je n'étais plus la même femme. La nuit précédente, ma grand-mère Dorothy avait tout changé d'un seul coup. Crier sur une femme enceinte, c'est honteux. Allison, tu n'es pas une servante dans cette maison. Ce coup de gueule a allumé en moi un feu longtemps étouffé. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, je me suis regardée dans le miroir avec une clarté qui n'existait pas auparavant. Je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas un distributeur automatique de billets. Les mots sont sortis de ma bouche, non pas sous le coup de la colère, mais avec une détermination calme et inébranlable. Et la conversation que j'avais eue la veille avec Dorothy résonnait dans mon esprit. Vous avez assez donné. Maintenant, il est temps de vivre pour toi et pour ton enfant.
Ces mots de ma grand-mère m'ont fait me sentir aimée pour la première fois. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Wendy. Elle était mon amie la plus proche depuis l'université, une femme indépendante qui dirigeait sa propre plateforme d'éducation en ligne. Pour moi, elle était la seule personne en qui je pouvais avoir entièrement confiance. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de parler. Le message a été marqué comme lu presque instantanément. C'est quand tu veux. Tu veux venir maintenant? Et juste comme ça, un des poids lourds sur ma poitrine s'est levé. En m'habillant, j'ai aperçu mon reflet, des yeux fatigués et un ventre de 9 mois, mais un regard ferme et déterminé. Personne ne me contrôle plus. Je l'ai murmuré à mon reflet. Et cette fois, je le pensais vraiment. Et la maison de Wendy était le seul endroit où je pouvais respirer. Je n'arrive pas à croire qu'on se voit comme ça, mais je suis si contente que tu sois venue. J'étais morte d'inquiétude. Elle a ouvert la porte avec un sourire complice, puis m'a accueillie à l'intérieur. Une tisane et des biscuits faits maison attendaient sur la table, et ce petit geste d'attention m'a fait baisser les épaules, juste un peu. Je peux tout vous dire, Wendy a hoché la tête. C'était toute la permission dont j'avais besoin. Je lui ai raconté tout ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute, comment j'avais payé toutes les factures, couvert les frais d'hospitalisation de ma mère, payé les frais de scolarité de ma sœur. Comment Barbara et Lorraine s'appuyaient sur moi en silence, exigeant sans jamais demander. Comment je n'ai pas pu dire oui à Paul, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'étais trop prise au piège. Comment le mot famille était devenu une excuse pour l'exploitation. Wendy ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle m'a simplement tenu la main et écouté. Lorsque j'ai terminé, des larmes coulaient sur mes joues. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas tort. En fait, je suis étonnée que vous ayez tenu aussi longtemps. Tu n'es plus seule. Ces mots ont pénétré mon cœur comme la pluie sur un sol desséché. Plus tard dans la journée, Wendy m'a présenté à l'une de ses amies, une avocate spécialisée dans le droit de la famille et le droit financier. Ensemble, nous avons calmement tout passé en revue, les documents, les preuves et la manière de demander l'aide que je méritais. Il ne s'agit pas seulement d'une question émotionnelle. Vous avez été maltraité économiquement et juridiquement. Nous allons arranger les choses. J'ai acquiescé. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de retrouver la vie que j'aurais toujours dû avoir. Ce soir-là, je me suis allongée sur le canapé de Wendy et j'ai posé doucement une main sur mon ventre. Je veux être le genre de mère dont cet enfant pourra être fier. Cette résolution silencieuse mais inébranlable brûlait en moi. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé les rideaux, effleurant doucement mon visage. Mais mon expression n'était pas paisible. Même après quelques jours chez Wendy, mon esprit ne cessait de s'emballer. Même si les mouvements du bébé me rappelaient la vie que je portais, je n'arrivais pas à me reposer complètement. L'humiliation à la fête, les regards froids de Barbara et Lorraine, les mots perçants de Dorothy et le lent effondrement des fondations de ma vie. Tout tournait autour de mes pensées comme une tempête. Je savais que j'avais fait le bon choix. Mais les années d'abnégation que j'avais apprises ont lutté avec acharnement contre ma liberté retrouvée. Lorsque j'ai quitté cette maison, sans rien d'autre qu'un petit sac à la main, mes jambes tremblaient légèrement. Mais je ne pouvais laisser personne le voir. Je n'arrive pas à respirer. Lorsque j'ai atteint le bas du long escalier, j'étais déjà à bout de souffle. Mon corps était lourd. Je sentais le bébé se déplacer, essayant de trouver de l'espace. Je suis désolée, ma chérie. Encore un peu, d'accord? Je l'ai murmuré dans ma tête, en faisant un pas après l'autre. La marche jusqu'à la gare ne m'avait jamais semblé aussi longue. Même si j'avais bien attaché mes baskets, elle me semblait un peu lâche. Et le pire, c'est que les regards des gens étaient glacés. Personne n'allait m'aider. Cette vérité m'a profondément marqué. Lorsque j'ai atteint la station de Wendy, mon corps était comme du plomb. Mais lorsque j'ai sonné à sa porte, j'étais debout. Lorsque j'ai entendu sa voix me souhaiter la bienvenue, des larmes ont silencieusement coulé sur mes joues. Il y avait quelqu'un qui m'accueillait. Je me suis dit que j'allais m'en sortir. Lorsque j'ai ouvert mon ordinateur portable, la vidéo était toujours en ligne. Celle que Barbara avait postée sur TikTok le lendemain de la fête de Noël. La complainte d'une mère abandonnée par sa fille à Noël. Elle était là, sur l'écran, assise dramatiquement dans un coin, comme un personnage tragique d'une pièce de théâtre. Je ne voulais pas troubler ma fille enceinte, alors j'ai gardé mes distances.
Même si les gens me comprennent mal, ce n'est pas grave. Je l'ai fait pour elle. Les reniflements sur scène, l'éclairage soigneusement choisi. Les légendes à l'écran soulignant les larmes de ma mère. 111, les commentaires ont commencé à affluer. C'est si émouvant. Comment sa fille a-t-elle pu être aussi cruelle? Si vous ne pouvez même pas aimer votre propre mère, comment pouvez-vous être mère vous-même? La vidéo a rapidement dépassé les 100 000 vues. Les dons, non sollicités mais sympathiques, ont commencé à affluer. C'est un mensonge. Me suis-je murmuré. J'ai ouvert un dossier après l'autre, d'un doigt sûr. Des virements bancaires, des relevés de paiement de factures d'hôpital, et même des photos de Barbara dînant dans des restaurants et faisant du shopping dans des centres commerciaux pendant sa soi-disant convalescence. Des relevés de cartes de crédit, des reçus horodatés. La vérité était clairement documentée. Wendy a dit, si tu dois révéler la vérité, c'est le moment. Tu n'es pas la fille d'une victime. Elle fait semblant d'être une mère victime, mais en réalité, c'est le contraire. J'ai acquiescé en silence. Puis j'ai posé mes mains sur le clavier et j'ai commencé à taper avec une détermination tranquille. Tu as tout ce qu'il faut, Allison. Ce n'est que le début. Wendy a posé une main douce sur mon épaule. J'ai jeté un coup d'œil à mon ventre rond. Pour cet enfant, je dois changer. Pas seulement en tant que mère, mais en tant que femme faisant le premier pas vers une nouvelle vie. J'ai lentement ouvert le poste éditeur des médias sociaux. Jusqu'à présent, les médias sociaux n'avaient été rien de plus qu'une scène pour les mensonges de ma mère. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera une plateforme pour la vérité, pas pour l'émotion, mais pour les faits. Ceci n'est pas une réfutation de ma mère. Il s'agit d'un enregistrement de la vérité. Sous la légende, j'ai téléchargé des PDF de reçus de virement, des preuves de factures médicales payées et des photos des vacances de Barbara affichées pendant sa soi-disant convalescence. Y compris des reçus pour des achats de maquillage de luxe. Pendant ma grossesse, j'ai soutenu ma famille d'une manière que la plupart des gens ne verront jamais. Je veux que les gens sachent à quoi cela ressemblait. Dans les 10 minutes qui ont suivi, les commentaires ont commencé à affluer. Attendez, quelle est la véritable histoire? Ces preuves sont trop évidentes pour être niées. Elle a fait tout ça à 9 mois de grossesse? La mère de cette vidéo semble complètement différente aujourd'hui. Même les habitants de la région ont commencé à s'exprimer. Ces documents sont réels, le même format que nous utilisons dans mon entreprise. C'est elle qui s'occupe des finances de l'entreprise ici. Elle est digne de confiance. Le récit a changé instantanément. Le rôle de victime soigneusement élaboré par Barbara a commencé à s'effilocher publiquement et bruyamment. Lorsque j'ai appuyé sur poste, j'ai expiré profondément. Quelle que soit la suite des événements, mon cœur était remarquablement calme. Il ne s'agissait pas d'une vengeance. C'était un pas vers la reconquête de moi-même et la construction d'une vraie vie avec l'enfant que je portais. Wendy a apporté du café et s'est assise à côté de moi. C'était impressionnant. Il n'y a aucune chance qu'ils se taisent après ça. Ils n'ont pas besoin de répondre. Cela n'a plus d'importance. Je n'y retournerai pas. Wendy a acquiescé en me tapotant doucement l'épaule. Mon bébé se déplaçait doucement en moi, comme s'il me murmurait qu'il avait bien travaillé. J'ai posé une main sur mon ventre et j'ai fermé les yeux. Nous allons commencer une vraie vie ensemble, juste nous deux. Plus de contrôle. Plus de peur. Ce soir-là, des hashtags ont commencé à circuler. À quoi ressemble l'amour de la famille Trill? Dont exploit femme enceinte pour la sympathie. Le lendemain, le téléphone de Barbara n'arrête pas de sonner. L'hôpital l'a appelé pour lui dire que ses ordonnances étaient en attente. Le compte de la pharmacie avait été suspendu. Même son loyer, son électricité et son gaz étaient désormais au nom de quelqu'un d'autre. J'ai relu le bail et contacté le gestionnaire de l'immeuble. J'aimerais résilier le contrat à la fin du mois prochain, lui ai-je dit calmement. Lorsque toute la logistique a été mise en place, Wendy m'a aidé à emménager dans une nouvelle maison. Et il était temps de prendre un nouveau départ avec mon bébé. Quelques jours plus tard, Barbara et Lorraine l'ont appris non pas par moi, mais par le gestionnaire de l'immeuble. Le bail se termine le mois prochain. Pour la première fois, elles ont réalisé à quel point leur situation était précaire. Elles ont fait des pieds et des mains pour me joindre. Mais j'avais alors changé de numéro et d'adresse électronique. Il n'y avait plus de ligne directe avec moi. Face à la réalité de la perte de leur maison,
Barbara a hurlé de frustration. Lorraine, à travers les larmes, murmurait « Comment en est-on arrivé là ?» Mais c'était ma réponse silencieuse aux années que j'avais passées à assumer une vie qui ne m'avait jamais appartenu. Tout s'est arrêté dans leur vie. Leurs démarches auprès des bureaux locaux n'aboutissent à rien. Un jour, ils ont reçu une mise en demeure. Toutes les aides antérieures ont été supprimées. Lorraine vit désormais dans la crainte de l'opinion publique. Un clip de la fête de Noël avait fait surface en ligne. Une sœur enceinte forcée de céder sa place par sa propre mère et sa propre sœur. Traitée comme une servante. La vidéo s'est rapidement répandue, entraînant des vagues de réactions négatives. Comment ont-ils pu traiter une femme enceinte de la sorte? Cette sœur est une vraie sangsue. Attendez. Il vivait de ses revenus? Le nombre de ses abonnés a chuté. Tous les contrats de marque ont été annulés. Chaque nouvelle proposition était accueillie par un « ce n'est pas la bonne image pour nous en ce moment ». Un soir, la famille Reynolds se retrouve à nouveau réunie dans le salon. Mais la chaleur a disparu. Maman, avons-nous vraiment été si terribles? Barbara marque une pause, baissant son journal. Horrible? C'est un peu fort. Mais tout ce que nous faisions, c'était comme si nous rendions la gentillesse par la cruauté. Barbara se mord la lèvre. Ils avaient vécu de mes revenus et se sentaient en droit de le faire. Ils n'avaient rien donné et tout pris. Et maintenant, ils étaient obligés de faire face à cette vérité. C'est alors que la sonnette de la porte a retenti. C'était une livraison. À l'intérieur de la boîte se trouvait une simple carte et une lettre. À qui de droit? Je passe des jours tranquilles avec mon fils dans notre nouvelle maison. Il y a eu beaucoup de choses à penser, mais je me sens calme maintenant. Je n'ai plus l'intention de m'attarder sur le passé. Mais j'ai fait mon choix, je ne reviendrai pas. La vie où je me sacrifie sans cesse s'arrête ici. Dans une chambre d'hôpital silencieuse, j'ai fermé les yeux. Après un long combat, je tenais une toute petite vie dans mes bras. Le poids chaud d'un nouveau-né. Bienvenue dans le monde, Lucas. Des larmes ont coulé sur mes joues. Lorsque j'ai murmuré son nom, il a ouvert la bouche et a attrapé mon doigt. Peu importe à quel point j'avais été seule, ce moment en valait la peine. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai emménagé dans un petit appartement à l'ouest de la ville. Il n'était pas neuf, mais la lumière du soleil remplissait la pièce. Des meubles simples. Quelques plantes d'intérieur. Dans le petit berceau de Lucas, il y avait des livres d'images que j'avais adorés quand j'étais enfant. Puis, un jour, une lettre est arrivée. Une enveloppe gris pâle et une écriture que j'ai immédiatement reconnue. À Allison. Juste en dessous du nom, écrit avec soin, il y avait les mots « Serait-ce mal de ma part de rêver qu'un jour, nous pourrions être tous les trois? Toi, moi et Lucas ?» Lorsque j'ai fini de lire, j'ai pressé doucement l'enveloppe contre ma poitrine. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le doux avenir dont nous avons rêvé ensemble, le jour où nous avons parlé de louer un appartement, juste pour nous deux. Pourrais-je revenir en arrière? Me tenir à nouveau aux côtés de Paul? Le temps qui s'était arrêté pour nous deux ce jour-là recommençait à s'écouler, à 3 cette fois.